1984 de George Orwell, partie 2, chapitre 3. Nous pourrons revenir ici une fois, dit Julia. Généralement, on peut employer une cachette 2 fois sans crainte, mais pas avant un mois ou deux, naturellement. Dès qu'elle se réveilla, son attitude changea. Elle devint alerte et affairée, se rhabilla, attacha à sa taille la ceinture rouge et se mit à organiser les détails de leur retour chez eux. Elle avait visiblement une intelligence pratique qui faisait défaut à Winston. Elle semblait posséder une connaissance approfondie, emmagasinée au cours d'innombrables sorties en commun de la campagne qui entourait Londres. La route qu'elle lui indiqua était tout à fait différente de celle par laquelle il était venu et le conduisait à une autre gare. Ne jamais retourner chez soi par le chemin par lequel on est venu, dit-elle, comme si elle énonçait un important principe général. Elle devait partir la première, et Winston attendrait une demi-heure avant de la suivre. Elle lui avait indiqué un endroit où ils pourraient dans 4 jours se rencontrer après le travail. C'était une rue d'un des quartiers pauvres, dans lequel il y avait un marché découvert, qui était généralement bruyant et bondé de gens. Elle flânerait parmi les étals et ferait semblant de chercher des lacets de souliers et du fil à repriser. Si elle jugeait que la route était libre, elle se moucherait à son approche. Autrement, elle devait passer sans le reconnaître. Mais, avec de la chance, au milieu de la foule, il pourrait parler sans risque un quart d'heure et arranger une autre rencontre. Et maintenant, il me faut partir, dit-elle. Dès qu'il eut compris ses instructions, j'ai rendez-vous à 7h30. Je dois consacrer 2 heures à la Ligue anti-sexe des juniors pour distribuer des prospectus ou autre chose. C'est assommant. Donne-moi un coup de brosse, veux-tu? Ai-je des brindilles dans les cheveux? Tu es sûr que non? Alors au revoir, mon amour. Au revoir. Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa presque avec violence. Un instant après, elle écartait les jeunes tiges pour passer et disparaissait, presque sans bruit, dans le bois. Il n'avait pas même, au point où il en était, appris son nom et son adresse. Mais cela n'avait aucune importance, car il était inconcevable qu'ils pussent jamais se rencontrer sous un toit ou échanger aucune sorte de communication écrite. Le destin fit qu'ils ne se rencontrèrent jamais à la clairière du bois. Pendant le mois de mai, ils ne réussirent qu'une seule fois à faire réellement l'amour. Ce fut dans un autre lieu secret que connaissait Julia, le beffroi d'une église en ruine, dans une contrée presque déserte, où une bombe atomique était tombée 30 ans plus tôt. C'était une bonne cachette quand on y était arrivé, mais le voyage était très dangereux. Pour le reste, ils ne pouvaient se rencontrer que dans la rue, en différents endroits chaque soir et jamais plus d'une demi-heure d'affilée. Dans la rue, il était l'habitude possible de se parler d'une certaine façon, tandis qu'ils se laissaient emporter par la foule sur les trottoirs, pas tout à fait de front et sans jamais se regarder, ils poursuivaient une curieuse conversation intermittente qui reprenait et s'interrompait comme le pinceau d'un phare. Elle était soudain coupée d'un silence par l'approche d'un uniforme du parti ou par la proximité d'un télécran. Puis elle reprenait quelques minutes plus tard au milieu d'une phrase pour s'interrompre ensuite brusquement quand ils se séparaient à l'endroit convenu, et continuer presque sans introduction le lendemain. Julia paraissait tout à fait habituée à ce genre de conversation qu'elle appelait parler par raconte. Elle était aussi étonnamment habile à parler sans bouger les lèvres. Une fois seulement, au cours d'un mois de rencontres journalières, ils s'arrangèrent pour échanger un baiser. Ils descendaient en silence une rue transversale. Julia ne parlait jamais hors des rues principales, quand il se produisit un grondement assourdissant. La terre trembla, l'air s'obscurcit et Winston se retrouva couché sur le côté, meurtri et terrifié. Une bombe fusée devait être tombée tout près. Il prit soudain conscience du visage de Julia tout près du sien. Il était d'une pâleur de mort, aussi blanc que de la craie. Elle était morte. Elle le serra contre lui et se rendit compte qu'il embrassait un visage vivant et chaud. Mais ses lèvres rencontraient une substance poudreuse. Leurs deux visages étaient couverts d'une épaisse couche de plâtre. Il y eut des soirs où, arrivé au rendez-vous, ils devaient se croiser, sans un signe, parce qu'une patrouille venait de tourner le coin de la rue, ou qu'un hélicoptère planait au-dessus d'eux. Même si cela avait été moins dangereux, il leur eût été difficile de trouver le temps de se rencontrer. La semaine de travail de Winston était de 60 heures.
Celles de Julia étaient même plus longues et leurs jours de liberté variaient suivant la presse du moment et ne coïncidaient pas toujours. Julia, de toute façon, avait rarement une soirée complètement libre. Elle passait un temps incroyable à écouter des conférences, à prendre part à des manifestations, à distribuer de la littérature pour la Ligue antisexe des juniors, à préparer des collectes pour la campagne d'économie ou à d'autres activités du même genre. Cela payait, disait-elle. C'est du camouflage. Si on respectait les petites règles, on pouvait briser les grandes. Elle entraîna même Winston à engager encore une autre de ses soirées. Il s'enrôla pour un travail de munitions qui était fait à tour de rôle par des volontaires zélés, membres du parti. Un soir par semaine donc, Winston passait 4 heures d'ennui paralysant à visser ensemble de petits bouts de métaux qui étaient probablement de parties de bombes fusées, dans un atelier mal éclairé et plein de courants d'air où le bruit des marteaux se mariait tristement à la musique des télécrans. Quand ils se rencontrèrent dans le beffroi, les trous de leur conversation fragmentaire furent comblés. C'était par un après-midi flamboyant. Dans la petite chambre carrée qui était au-dessus de la cloche, il y avait un air chaud et stagnant, où dominait l'odeur de la fiente des pigeons. Pendant des heures, ils restèrent à parler, assis sur le parquet poussiéreux, couvert de brindilles. L'un d'eux se levait de temps en temps, pour jeter un coup d'œil par les meurtrières et s'assurer que personne ne venait. Juste, Lia avait 26 ans. Elle vivait dans un foyer avec 30 autres filles, toujours dans l'odeur des femmes. C'est que je déteste les femmes, dit-elle entre parenthèses. Elle travaillait, comme il l'avait deviné, aux machines au commissariat au roman, qui écrivait des romans. Elle aimait son travail, qui consistait surtout à alimenter et faire marcher un moteur électrique puissant mais délicat. Elle n'était pas intelligente, mais aimait se servir de ses mains et se sentait à son aise avec les machines. Elle pouvait décrire dans son entier le prospectus de la composition d'un roman, depuis les directives générales émanant du comité du plan jusqu'à la touche finale donnée par l'équipe qui réécrivait. Mais le livre obtenu ne l'intéressait pas. Elle n'aimait pas beaucoup la lecture, dit-elle. Les livres étaient seulement un article qu'on devait produire, comme la confiture ou les lacets de souliers. Elle ne se souvenait de rien avant 1960. La seule personne qu'il eût jamais connue, qui parlait fréquemment du temps d'avant la Révolution, était un grand-père qui avait disparu quand elle avait 8 ans. À l'école, elle avait été capitaine de l'équipe de hockey et avait gagné le prix de gymnastique 2 ans de suite. Elle avait été chef de groupe chez les espions et secrétaire auxiliaire dans la Ligue de la jeunesse avant d'entrer dans la Ligue antisexe des juniors. Elle avait toujours une excellente réputation. Elle avait même été choisie, ce qui était la marque infaillible d'une bonne réputation, pour travailler au porno sec, sous-section du commissariat au roman, qui produisait la pornographie à bon marché que l'on distribuait aux prolétaires. Les gens qui y travaillaient l'appelaient boîte à fumier, remarqua-t-elle. Elle était restée là 1 an. Elle aidait à la production, empaquetelée de fascicules qui avaient des titres comme Histoire épatante ou Une nuit dans une école de filles. Ces fascicules étaient achetés en cachette par les jeunes prolétaires qui avaient l'impression de faire quelque chose d'illégal. Comment sont ces livres demanda Winston avec curiosité. Oh, affreusement stupide. Barbant comme tout. Pense, il n'y a que 6 modèles d'intrigue dont on interchange les éléments tour à tour. Naturellement, je ne travaillais qu'au kaléidoscope. Je n'ai jamais fait partie de l'escouade de ceux qui réécrivent. Je ne suis pas littéraire, chérie, pas même assez pour cela. Winston apprit avec étonnement que, sauf le directeur du commissariat, tous les travailleurs du porno sec étaient des femmes. On prétendait que l'instinct sexuel des hommes étant moins facile à maîtriser que celui des femmes, ils risquaient beaucoup plus d'être corrompus par les obscénités qu'ils maniaient. Il n'aimait pas avoir là des femmes mariées, ajouta-t-elle. On suppose toujours que les filles sont tellement pures. En tout cas, il y en a une ici qui ne l'est pas. Elle avait eu son premier commerce amoureux à 16 ans, avec un membre du parti âgé de 60 ans, qui se suicida plus tard pour éviter d'être arrêté. C'était une veine, autrement ils auraient appris mon nom par lui quand il se serait confessé, ajouta-t-elle. Depuis, il y en avait eu diverses d'autres.
La vie telle qu'elle la concevait était tout à fait simple. On voulait du bon temps. Eux, c'est-à-dire les gens du parti, voulaient vous empêcher de la voir. On tournait les règles de son mieux. Elle semblait trouver tout aussi naturel que voulussent dérober aux gens leur plaisir et que les gens voulussent éviter d'être pris. Elle détestait le parti et exprimait sa haine par les mots les plus crus. Cependant, elle n'en faisait aucune critique générale. Elle ne s'intéressait à la doctrine du parti que lorsque celle-ci touchait à sa propre vie. Il remarqua qu'elle ne se servait jamais de mots de novlangue, sauf ceux qui étaient devenus d'un usage journalier. Elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusait de croire à son existence. Toute révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide, car elle ne pourrait qu'être un échec. L'acte intelligent était d'agir à l'encontre des règles et de rester quand même vivant. Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération qui avait grandi dans le monde de la Révolution, qui ne connaissait rien d'autre et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable, comme le ciel. Il ne se révoltait pas contre son autorité, mais simplement l'évitait, comme un lapin se soustrait à la poursuite d'un chien. Ils ne discutèrent pas la possibilité de se marier. C'était une possibilité trop vague pour qu'on prît la peine d'y penser. Aucun comité imaginable ne sanctifierait jamais une telle union. Même si Winston avait pu se libérer de Catherine, sa femme, même en rêve, il n'y avait pas d'espoir. Comment était-elle, ta femme demanda Julia. Elle était, connais-tu le mot novlangue, bien pensant, qui veut dire naturellement orthodoxe, incapable d'une pensée mauvaise? Non, je ne connais pas le mot, mais je connais assez bien ce genre de personne. Il se mit à lui raconter l'histoire de sa vie maritale, mais elle paraissait en connaître curieusement déjà les parties essentielles. Elle lui décrivit presque comme si elle avait vu ou ressenti le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait, et la manière dont elle semblait la repousser de toutes ses forces, même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui. Il n'éprouvait aucune difficulté à aborder de tels sujets avec Julia. Catherine, de toute façon, avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible. Elle était simplement devenue un souvenir désagréable. Je l'aurais supporté s'il n'y avait pas eu une chose, dit-il. Il raconta à Julia la petite cérémoniale frigide à laquelle Catherine le forçait à prendre part, un soir chaque semaine. Elle détestait cela, mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Elle avait l'habitude d'appeler ça, mais tu ne devineras jamais. Notre devoir envers le parti, acheva promptement Julia. Comment le sais-tu? J'étais en classe aussi, cher. Il y avait aussi des causeries sur le sexe pour les plus de 16 ans. Une fois par mois, il y en avait aussi un au mouvement de la jeunesse. On vous le rabâche pendant des années. Le croit que cela réussit pour bon nombre de cas, mais naturellement, on ne peut jamais dire. Les gens sont de tels hypocrites. Il se mit à développer le sujet avec Julia, tout revenait à sa propre sexualité. Dès que l'on y touchait d'une façon quelconque, elle était capable d'une grande acuité de jugement. Contrairement à Winston, elle avait saisi le sens caché du puritanisme du parti. Ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait un monde hors du contrôle du parti qu'il devait, si possible, être détruit. Ce qui était plus important, c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie, laquelle était désirable, car on pouvait le transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Julia expliquait ainsi sa pensée. Quand on fait l'amour, on brûle son énergie. Après, on se sent heureux, et on se moque du reste. Ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi. Ils veulent que l'énergie éclate continuellement. Toutes ces marches et contre-marches, ces acclamations, ces drapeaux flottants sont simplement de l'instinct sexuel aigri. Si l'on était heureux intérieurement, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans de 3 ans de 2 minutes de la haine et tout le reste de leur foutu baliverne? Il pensa que c'était tout à fait exact. Il y avait un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Sinon, comment aurait-on pu maintenir, au degré voulu chez les membres du parti, la haine, la crédulité folle dont le parti avait besoin, si l'on emmagasinait quelques puissants instincts et ne l'employait comme force motrice? L'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti, et le parti l'avait détournée à son profit. Il avait joué le même jeu avec l'instinct paternel. La famille ne pouvait être réellement abolie,
Et en vérité, on encourageait les gens à aimer leurs enfants presque à la manière d'autrefois. D'autre part, on poussait systématiquement les enfants contre leurs parents. On leur apprenait à les espionner et à rapporter leur écart. La famille, en fait, était devenue une extension de la police de la pensée. C'était un stratagème grâce auquel tous, nuit et jour, étaient entourés d'espions qui les connaissaient intimement. Son esprit revint brusquement à Catherine. Elle l'aurait indubitablement dénoncé à la police de la pensée si elle n'avait été trop stupide pour deviner la non-orthodoxie de ses opinions. Mais ce n'est pas cette pensée qui avait ramené son esprit à Catherine. C'était la chaleur étouffante de l'après-midi qui mouillait son front de sueur. Il se mit à raconter à Julia ce qui était arrivé, ou avait failli arriver, il y avait 11 ans, par un lourd après-midi d'été. C'était 3 ou 4 mois après leur mariage. Ils s'étaient égarés au cours d'une sortie collective quelque part dans le Kent. Ils étaient restés en arrière des autres pendant 2 minutes. Ils tournèrent où il ne fallait pas et ils se trouvèrent arrêtés net par le bord d'une vieille carrière de craie. C'était une pente à pic de 10 ou 20 mètres qui ne se terminait à la base par des rochers. Il y avait personne à qui ils auraient pu demander leur chemin. Catherine, dès qu'elle se rendit compte qu'ils étaient égarés, fut très mal à son aise. Se trouver éloignée, même pour un instant, de la foule bruyante de la randonnée, lui donnait l'impression de mal agir. Elle voulait revenir rapidement en arrière et se mettre à chercher dans une autre direction. Mais Winston, à ce moment, remarqua quelques touffes de lysimaque qui poussaient au-dessous d'eux dans les infractuosités de la falaise. Il y avait une touffe de 2 couleurs, rouge brique et bleu, qui poussait apparemment sur la même racine. Il n'avait jamais rien vu de ce genre. Il appela Catherine et lui dit de venir voir la touffe. Voyez, Catherine, regardez ces fleurs, cette touffe en bas, près du pied de la falaise. Voyez-vous, ce sont des fleurs de 2 couleurs différentes. Elle s'était déjà retournée pour partir, mais d'assez mauvaise grâce, elle revint un instant. Elle se pencha même par-dessus la falaise pour voir l'endroit qu'il lui désignait. Il était debout un peu derrière elle, et il posa la main sur sa ceinture pour la retenir. Il se rendit soudain compte à ce moment combien ils étaient complètement seuls. Il n'y avait nulle part de créature humaine, pas une feuille ne bougeait, pas même un oiseau n'était éveillé. Dans un endroit comme celui-là, le danger qu'il y eût un microphone caché était minime, et même s'il y avait eu un, il n'aurait enregistré que des bruissements. C'était l'heure de l'après-midi la plus chaude, la plus propice au sommeil. Le soleil flamboyait, la sueur perlait au front de Winston. L'idée lui vint alors. Pourquoi ne lui as-tu pas donné une bonne poussée, dit Julia. Je l'aurais fait. Oui, chérie, je l'aurais fait moi aussi, si j'avais été alors ce que je suis maintenant. Ou peut-être l'aurais-je. Je. Je n'en suis pas certain. Regrettes-tu de ne la pas avoir fait? Ils étaient assis côte à côte sur le parquet poussiéreux. Il l'attira plus près de lui. La tête de Julia reposait sur son épaule. Le parfum agréable de sa chevelure dominait l'odeur de sa viande de pichon. Elle était jeune, pensa-t-il. Elle attend encore quelque chose de la vie. Elle ne comprend pas que pousser par-dessus une falaise, quelqu'un qui ne vous convient pas ne se résout rien. Cela n'aurait à vrai dire rien changé, dit-il. Alors pourquoi regrettes-tu de ne l'avoir pas poussé? Parce que je préfère un positif à un négatif. Voilà tout. Au jeu que nous jouons, nous pouvons gagner. Mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres. Rien de plus. Il sentit l'épaule de Julia qui s'agitait en signe de dénégation. Il le contredisait toujours quand il disait quelque chose de ce genre. Elle n'acceptait pas que ce fût une loi de la nature que l'individu soit toujours vaincu. Elle aussi, en quelque façon, se rendait compte qu'elle était condamnée, tôt ou tard. La police de la pensée la prendrait et la tuerait. Mais d'un autre côté, elle pensa qu'il était possible de bâtir un monde secret dans lequel on pouvait vivre selon ses goûts. Tout ce qui était nécessaire, c'était de la chance, de l'habileté et de l'audace. Elle ne comprenait pas qu'il n'existait point de bonheur, que la seule victoire résidait dans l'avenir, longtemps après la mort, et que, du moment où l'on avait déclaré la guerre au parti, il valait mieux se considérer tout de suite comme un cadavre. Nous sommes des morts, disait-il. Minute, nous ne sommes pas encore morts, répondait Julia prosaïquement. Pas physiquement, on peut imaginer que nous en avons pour 6 mois, 1 an, 5 ans. J'ai peur de la mort. Toi, tu es jeune, tu as probablement plus peur que moi.
Évidemment, nous repousserons la mort aussi longtemps que nous serons humains. La vie et la mort seront la même chose. Oh, des blagues. Avec qui préfères-tu coucher? Avec moi ou avec un squelette? Est-ce que tu n'es pas content d'être vivant? Est-ce que tu n'aimes pas sentir que ceci est toi, ceci ta main, ceci ta jambe, que tu es réel, solide, vivant? Et ça, dis, tu n'aimes pas ça? Elle tourna vers lui son busque et appuya contre lui sa poitrine. Il pouvait sentir, à travers la blouse, les seins lourds mais fermes. Le corps de Julia semblait verser dans le sien un peu de sa jeunesse, de sa vigueur. Oui, j'aime cela, répondit-il. Alors cesse de parler, de mourir. Et maintenant, écoute, il nous faut fixer notre prochain rendez-vous. Nous pourrons retourner à la clairière du bois. Nous avons laissé reposer un bon bout de temps. Mais cette fois, tu t'y rendras par un autre chemin que la dernière fois. J'ai tout combiné. Tu prends le train, mais regarde, je vais te le dessiner. Et à sa manière pratique, elle racla et amassa un petit carré de poussière. Ensuite, à l'aide d'une brindille prise dans un nid de pigeon, elle se mit à dessiner une carte à même le sol.